29 juillet 2020, quelque part dans le détroit de Gibraltar. Un appel de détresse vient d'être envoyé par un voilier qui subit une attaque et juste après, cette vidéo est publiée. À l'époque, ça fait la une des journaux, personne ne comprend ce qui se passe et c'est tout simplement une première mondiale. À ce moment-là, jamais aucune orque ne nous avait attaqué volontairement. Mais quelques mois plus tard, ça recommence. Un autre bateau, puis un autre, puis encore un autre. En 2021, le nombre d'interactions double, en 2022, ça continue et les premiers bateaux se mettent à couler, puis à partir de 2023, là, on n'est plus du tout sur des cas isolés, mais sur plusieurs centaines d'interactions par an. C'est toujours le même mode opératoire, toujours la même cible sur le bateau, certains se retrouvent bloqués en mer, incapables d'avancer, tandis que d'autres sont totalement détruits et finissent par couler, et le truc le plus bizarre dans cette histoire, c'est que ça se propage, comme si les orques s'apprenaient un truc entre elles, comme si une idée circulait dans l'océan. Du coup, forcément, partout on a commencé à entendre la même chose, les orques attaquent, les orques se rebellent, les orques deviennent dangereuses, sauf que la vérité, elle est beaucoup plus intéressante et aussi un peu plus dérangeante. Moi c'est Kumo et aujourd'hui vous allez découvrir pourquoi elles nous attaquent, pourquoi ça se propage, mais surtout pourquoi ça va empirer. Bon, déjà, pour comprendre cette histoire, il faut remonter au tout début, en 2020, au large des côtes ibériques. Pendant une journée comme une autre, un pêcheur est tranquillement sur son bateau, il y a une orque qui s'approche de lui, jusque-là, rien d'inhabituel, sauf que, sans comprendre pourquoi, il y a une collision. L'hélice est touchée, un filet de pêche est arraché, et personne ne comprend ce qui vient de se passer. Cette orque-là, on va en reparler, parce qu'elle a un nom, elle a une histoire, et elle est au centre de tout ce qui va suivre, mais avant ça, il faut vraiment que je vous explique en détail à qui on a affaire, parce que si vous savez pas vraiment ce qu'est une orque, vous allez rien comprendre à la suite, et en vrai vous le savez probablement pas, tout simplement parce que très peu de gens savent ce que je vais vous révéler. Quand on pense aux orques, en général, on pense à deux trucs. Soit ce qu'on appelle la baleine tueuse, le prédateur ultime, celle qui chasse en groupe, qui retourne des phoques, qui s'attaque à des baleines entières et qui gouverne tous les océans. Soit l'inverse complet, le spectacle aquatique, les bassins, les sauts synchronisés, l'animal qui sourit au public. Deux images, mais aucune des deux est vraiment juste. Première chose, et c'est déjà un piège, une orque c'est pas une baleine, mais c'est un dauphin. C'est même le plus grand dauphin du monde. Les plus grands mâles, ça peut atteindre les 9 mètres de long, ce qui correspond tout simplement juste à deux voitures garées l'une derrière l'autre, mais qui nagent, et couplées avec un aileron qui peut dépasser les 1m80, ce qui est juste gigantesque. Les femelles, elles, sont généralement un petit peu plus petites, entre 6 et 7 mètres, mais ça reste sacrément balèze, on est d'accord. Mais surtout, ce qui caractérise les orques, c'est qu'elles sont partout, mais genre vraiment partout. Allant des eaux glacées de l'Arctique jusqu'aux tropiques, vous pouvez en croiser au large du Groenland, près de l'Afrique du Sud, dans les fjords norvégiens, au large du Japon, vraiment, elles sont partout. Aucun autre grand prédateur sur Terre est aussi répandu. Aucun, sauf l'homme, évidemment. Mais bon, en vrai, leur taille, le fait qu'elles soient partout, en vrai, bon, ça, presque tout le monde est au courant et c'est pas grand chose. Le truc vraiment dingue avec les orques, c'est pas leur corps, mais c'est ce qu'il y a dans leur tête. Déjà, très simplement, une orque, ça peut vivre très très longtemps. On parle de 50, 60, 80 ans, et pour les plus vieilles femelles, ça peut aller à plus de 100 ans. Mais le truc qui est impressionnant, c'est pas leur durée de vie, mais c'est ce qu'elles font de cette durée de vie. Plus une orque grandit, plus elle apprend. Elle accumule de l'information, des trajets, des techniques de chasse, des rencontres, tout est mémorisé et tout est gardé dans leur tête. Et grâce notamment à leur extrême intelligence, cette expérience devient utile et même décisive. C'est ce qui permet notamment à une vieille femelle de guider tout un groupe pendant des décennies. Et justement, une orque, c'est jamais toute seule. C'est une famille, c'est ce qu'on appelle des pods. C'est une mère, ses enfants, plusieurs familles, parfois sur 3 générations, et certaines restent ensemble toute leur vie. Elles se séparent quasiment jamais. Et le plus fou, c'est pas juste qu'elles restent ensemble, ça c'est du déjà vu dans la nature. Le plus fou, c'est ce qu'elles partagent entre elles. Chaque pod a ses propres habitudes, ses techniques de chasse, ses propres trajets, mais surtout, chaque pod a son propre langage. Et oui, c'est scientifiquement démontré. Les pods ont chacun des sons, des appels, des signatures de langage, une vraie langue à part entière, et deux pods qui ne se connaissent pas et qui se croisent peuvent littéralement ne pas parler de la même façon et donc ne pas se comprendre. Et juste ça, à conscientiser, je trouve ça totalement fou. Parce que on a tous un peu cette pensée que, un chien, ça parle le chien et basta. Mais ce que les orques nous apprennent, c'est que c'est pas forcément le cas. Et vous l'aurez peut-être compris, mais ces sons ne sont pas innés, ils s'apprennent. Les petits écoutent, ils observent, ils imitent, exactement comme nous quand on est enfant, et petit à petit, elles adoptent le code de leur groupe. Ce qui veut dire un truc énorme. Chez les orques, leur comportement, c'est pas que de l'instinct, mais c'est culturel. Et ça, je trouve ça super impressionnant. Et du coup, au centre de tout ça, il y a une femelle qui est la matriarche. C'est elle qui sait où aller, quand chasser, où trouver à manger, et même des décennies plus tard. C'est la mémoire vivante du groupe, et c'est elle qui transmet tout son
son savoir aux autres orques. Et bah je sais pas vous, mais moi à un moment je me pose quand même la question, une espèce qui a une langue, une culture, une mémoire collective, à quel moment on arrête de l'appeler juste un animal? Parce qu'en plus, les orques ne font pas que communiquer, elles ressentent également des émotions extrêmement complexes. Par exemple, on a déjà observé des mères porter le corps de leur petit mort pendant des jours sans jamais le lâcher, comme si elles refusaient justement d'accepter ce qui venait de se passer. Et chez les orques, ça, bah, vous l'aurez compris, c'est une forme de deuil. Et pourtant, malgré la puissance, l'intelligence, l'organisation, le deuil, il y a un truc que les orques ne faisaient jamais, elles ne nous attaquaient pas. C'est très simple, il n'y a jamais eu aucune attaque mortelle confirmée sur un humain en milieu sauvage. Jamais. Et oui, ok, on est très fort et très impressionnant avec notre technologie, etc. Mais on parle quand même d'un prédateur qui est présent dans toutes les eaux du globe, capable de noyer un grand requin blanc super facilement et qui, face à nous, choisit délibérément de ne rien faire. Du coup, voilà à qui on a affaire. Un animal qui mémorise, qui transmet, qui a une culture et qui, jusqu'ici, nous a toujours laissé tranquilles. Alors du coup, quand le comportement d'un animal comme ça change, bah c'est pas un détail. Tout ce qui va suivre, absolument tout, les centaines de bateaux, les bateaux qui coulent, les attaques, le phénomène qui se propage, le mystère que même les scientifiques n'arrivent pas à trancher, tout ça, ça remonte à une seule orque. Une seule, celle qui a commencé cette histoire en 2020 avec ce fameux pêcheur, et cette orque s'appelle Gladys. Bon, cette orque, il a du coup fallu que je me renseigne énormément dessus, parce que moi non plus, à la base, je la connaissais pas. Et pour ça, bah, j'ai dû fouiller exactement comme vous le feriez. Du coup, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai commencé mes recherches, et ça tombe bien parce que c'est le sponsor de cette vidéo, Opera. Si jamais vous les connaissez pas, Opera, c'est un navigateur qui est totalement gratuit, et la raison pour laquelle je l'utilise pour préparer mes vidéos, c'est qu'il y a tout au même endroit. Comme à chaque fois quand je fais mes recherches, je commence par ouvrir mon lecteur de musique détachable qu'ils ont directement dans leur navigateur, lancer leur VPN intégré qui est totalement gratuit, et je m'y mets en toute sécurité. Alors du coup, premier truc sur lequel je tombe, c'est les rapports scientifiques qui suivent le phénomène depuis le début. Il y a des dizaines de pages, presque tout en anglais, et c'est bien dense. Et c'est là qu'Opera AI va se montrer super utile. Je peux y accéder en un clic comme elle est déjà intégrée au navigateur. Je lui demande de me résumer tout ça, de me traduire les passages importants, et en seulement quelques secondes, je commence déjà à avoir le fil. Et d'ailleurs, si vous voulez l'utiliser, ça nécessite aucun compte, et ça peut lire vos pages directement si jamais vous l'autorisez. Du coup, évidemment, plus je lis, plus je recherche, et plus les onglets s'accumulent. Les rapports d'un côté, les témoignages des navigateurs de l'autre, les études de comportement encore ailleurs, les vidéos, etc. Du coup, bah, je range tout ça dans des îlots d'onglets avec la fonction Tab Island d'Opera. Je peux tout ranger en groupe, par sujet, avec une couleur, un nom, etc. Comme ça, par exemple, quand j'ai écrit le script de cette vidéo, bah, je pouvais retrouver chaque truc en 2 secondes. Et c'est du coup exactement comme ça, avec ce procédé, que je suis tombé sur cette orque, sur Gladys, que j'ai pu découvrir toute son histoire et que je vais maintenant pouvoir vous expliquer pour comprendre comment tout a commencé. Mais juste avant de finir, comme je vous disais, ça c'était Opera, mon navigateur gratuit que vous pouvez tester gratuitement avec le lien qui est en description ou en commentaire épinglé, ce qui vous permettra du coup d'avoir le même setup de recherche que moi. En tout cas, merci à eux pour la sponsor, et maintenant retour à notre premier incident. Gladys, c'est son nom, ou plutôt White Gladys. White notamment parce qu'elle a une marque claire sur le dos qui permet de la reconnaître. Et au large du Portugal et de l'Espagne, c'est elle du coup qu'on retrouve au début de toute l'histoire. Cette collision avec le pêcheur, personne sait exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est qu'après ça, bah Gladys ne va plus se comporter de la même façon. On la repère en train de commencer à s'approcher des voiliers, mais pas comme avant, où elle tournait autour, elle observait, elle repartait. Là, cette fois, elle semble vouloir cibler quelque chose. Au début, on la verra surtout se rapprocher de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'un jour elle finisse par se mettre à attaquer cette fameuse chose qu'elle observait, le gouvernail. Et c'est toujours le gouvernail. Elle pousse, elle frappe, encore et encore, parfois pendant 10 minutes, mais aussi parfois pendant plus d'1 heure, et elle s'acharne dessus jusqu'à ce qu'il cède. Et pour ceux et celles qui ne sont pas super calés en bateau, en gros, quand il n'y a plus de gouvernail, pour faire simple, bah il n'y a plus de direction, et le bateau devient incontrôlable. Et ça, bah c'est ce que semble vouloir Gladys, parce que dès qu'il cède, et ben elle s'arrête. Elle touche absolument pas les gens à bord, elle touche pas le reste du bateau, juste le gouvernail. Sauf que là où ça devient vraiment bizarre, c'est qu'au fil du temps, Gladys n'est plus seule. D'autres orques l'accompagnent, au début il y en a qu'une, puis plusieurs, et ces orques ne font qu'une seule chose, regarder. Que ça soit les jeunes ou les adultes, toutes observent la scène. Et ces scènes, elles arrivent 1 fois, 2 fois, 5 fois, jusqu'à ce que finalement, ces mêmes orques qui observaient, bah elles se mettent à reproduire ce qu'elles ont vu. En 2020, c'est White Gladys toute seule qui attaque, en 2021, c'est propre Petit s'y mettent, et en 2022,
2022, d'autres orques du groupe se joignent à elle, et petit à petit ce comportement passe d'un individu à une poignée d'individus. Des interactions isolées deviennent des dizaines puis des centaines avec toujours le même schéma, approche, gouvernail, impact. Maintenant il y a quand même une chose à savoir qui reste importante. Sur ces centaines d'interactions, le nombre de bateaux réellement coulés, lui, se compte sur les doigts d'une main. Et ça, ça change tout. Parce que si ces orques voulaient vraiment détruire des bateaux, elles sauraient le faire. Elles pourraient l'apprendre sans aucun problème. Mais c'est juste pas leur but. C'est les mêmes animaux qui peuvent atteindre les 65 km/h et qui ont, selon plusieurs estimations, la force dans la mâchoire la plus élevée du règne animal. Et oui, il y a un débat avec le crocodile là-dessus, mais au pire, ça reste une bonne deuxième. Ce qui reste extrêmement puissant. Détruire des requins blancs, c'est presque un jeu pour elles. Alors une coque de voilier, ça serait même pas un défi. Elles choisissent simplement de casser ce qui dirige, et puis, elles s'en vont. Sauf, qu'il reste toujours deux questions. Déjà, pourquoi toujours le gouvernail, et surtout, pourquoi maintenant, alors que des collisions avec des orques, il y en a déjà eu énormément avant Gladys. Depuis le début de cette vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, mais je dis les orques s'approchent des bateaux, les orques attaquent nos bateaux, etc. Comme si le bateau était le centre de l'histoire, comme si l'océan c'était un peu chez nous et qu'elle venait nous embêter. Sauf qu'en réalité, ces eaux-là, elles ont jamais été à nous. Les orques sont là depuis plus de 11 millions d'années. Elles ont, comme on l'a dit, des routes spécifiques, des zones de chasse, des zones de migration, et tout ça, bien avant que le premier bateau existe. Nous, on est arrivé avec des rames à la base, puis avec des moteurs, du bruit, des filets, des routes maritimes entières qui découpent leur territoire en morceaux. Et là, il faut comprendre un truc sur Wild Gladys, mais aussi sur le monde des orques d'une façon générale. Sous l'eau, le son, c'est pas juste un détail, c'est absolument tout ce qu'elles ont. La lumière dans l'océan, elle disparaît très vite. À seulement quelques dizaines de mètres de profondeur, il y a déjà presque plus rien à voir, mais le son, lui, il voyage parfois sur plusieurs kilomètres. Et beaucoup d'animaux utilisent ce fameux son pour se repérer, dont les orques qui utilisent des sortes de clics comme une sorte de sonar naturel. Elles envoient un signal sonore, elles écoutent l'écho, et c'est comme ça qu'elles voient dans le noir, qu'elles repèrent une proie, c'est comme ça qu'elles évitent les obstacles. Et le son, comme on l'a vu avant, c'est également comme ça qu'elles communiquent. Ces fameux appels, ces signatures dont on parlait, c'est grâce à ça qu'elles se reconnaissent, c'est grâce à ça qu'elles restent ensemble, qu'elles coordonnent une chasse. Et maintenant, imaginez tout ça brouillé avec les moteurs de cargo, les hélices, les sonars militaires, un tout nouveau fond sonore permanent. Pour nous, c'est invisible évidemment, mais pour Wild Gladys et son pod, c'est comme essayer de vivre dans une pièce où quelqu'un hurle en continu sans jamais s'arrêter. Et ajouter à ça la surpêche qui vide leur frigo, ou encore les collisions qui blessent et qui tuent des orques, ça commence à faire beaucoup. Et ça, on n'en fait pas la une des journaux. La population d'orques justement autour de l'Espagne et du Portugal, d'ailleurs, elle est minuscule et elle est classée en danger. Leur monde, il a changé, et il a pas changé sur des millions d'années, mais sur quelques décennies à peine. Du coup, peut-être que le mot attaque, c'est finalement pas le bon mot. Peut-être que si on garde, c'est juste une espèce qui réagit à ce qu'on lui fait. Et ça, bizarrement, c'est plus dur à accepter qu'une histoire d'orques méchantes. Parce que, dans une histoire d'orques méchantes, nous, les pauvres, on est les victimes. Là, beaucoup moins. Mais bon, tout ça, il s'agit quand même de théories. Qu'est-ce que les chercheurs spécialisés sur le sujet et la science dit là-dessus? Face à tout ça, du coup, les scientifiques ont essayé de comprendre de façon logique. Ils ont essayé de répondre à ces fameuses questions. Pourquoi ces orques s'approchent des bateaux? Pourquoi elles ciblent toujours la même zone? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi ça va empirer? Et l'hypothèse la plus solide aujourd'hui, c'est celle du traumatisme de départ. L'idée des scientifiques, c'est que Wild Gladys aurait subi un choc tellement violent avec ce fameux bateau de pêche qu'elle ne s'en est juste pas remis. Que ça soit à cause de la collision, du filet, du moteur, on ne sait pas exactement quoi, mais il y a quelque chose dans cet incident qui l'a changé radicalement. Et là où jusqu'à maintenant les orques qui subissaient ce genre de collision prenaient peur, Gladys aurait associé le bateau à un danger à détruire plutôt qu'à éviter. Et au final, c'est loin d'être absurde, parce que comme on l'a dit, une orque, surtout une matriarche, c'est une mémoire vivante. Et cette mémoire, elle se transmet. Elle a très bien pu transmettre cette conclusion à son propre pod. Si une orque associe une partie précise du bateau, comme le gouvernail, à un danger, l'idée qu'elle transmette cette méfiance, au minimum ce comportement au reste du groupe, ça devient totalement crédible. Mais ça explique pas tout. Également, comme autre piste des scientifiques, il y a aussi le jeu qui a été mis en avant, même si personnellement j'y crois pas trop. Parce qu'il y a aussi ça à savoir chez les orques, c'est qu'elles ont aussi des sortes de modes. Par exemple, dans les années 80, il y a une population entière d'orques qui s'est mise à se balader avec des saumons posés sur la tête comme une sorte de chapeau. Elles ont fait ça pendant des semaines pour aucune raison apparente, juste parce qu'elles avaient envie, ce que je trouve super drôle et en vrai super impressionnant. Donc que ça soit le jeu, l'exploration, le temps libre, etc., les
scientifiques écartent aucune piste. Mais en vrai, plus on comprend comment les orques fonctionnent, par mémoire, par transmission, par culture, plus la première hypothèse devient vertigineuse. Parce que là, avec cette timeline, on parle plus d'un animal qui réagit, on parle d'une information qui circule. Et une info qui circule, généralement, ça disparaît pas, mais ça se répand. Et c'est exactement pour ça que ça va probablement pas s'arrêter. Bien au contraire. On comprend encore très mal ce qui se passe dans l'océan. Et le plus inquiétant ou passionnant, c'est peut-être pas ce qu'on sait, mais c'est tout ce qu'on ne comprend pas encore. Parce qu'au fond, l'histoire des bateaux de Gibraltar, du pote de Gladys, ou encore, pour ceux qui la connaissent, l'histoire de Tilikum dans son bassin, c'est la même histoire. C'est l'histoire de ce qu'on fait à un animal beaucoup plus intelligent qu'on veut bien l'admettre, pour ensuite, s'étonner de sa réaction. On a commencé cette vidéo avec une carte, des points qui se multiplient, une révolte qui semble se propager, mais en vrai, vous l'aurez sûrement compris, ça n'a jamais été une révolte, c'était une réaction, une adaptation. Et cette adaptation, c'est peut-être même un premier message de leur part, à la limite. Mais le vrai problème dans cette histoire, c'est pas qu'on les comprend pas, c'est est-ce qu'on est prêt à les écouter. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et dites-moi également de quel animal ou histoire vous voudriez que je parle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à rejoindre le Discord en description, à liker la vidéo et à tester Opera, vous serez clairement pas déçus. Restez ouverts d'esprit, prenez soin de vous, c'était Kumo, ciao.